Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au webinaire du département de chimie de l'Université Laval qui s'intitule Changer le monde, un élément à la fois. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous accueillir et de discuter avec vous des options qui s'offrent à vous là, en lien avec l'étude de la chimie à l'Université Laval. Donc, débutons la présentation par se présenter. Donc, je me présente. Je suis Dominique Larivière. Je suis professeur de chimie analytique et de chimie environnementale à l'Université Laval depuis une quinzaine d'années et je serai votre hôte aujourd'hui pour vous parler un peu des programmes. Et je suis accompagné de Mme Maxime Boucher. Donc, Maxime, peut-être si tu veux dire un petit bonjour et te présenter. Allô tout le monde, moi c'est Maxime, je suis une étudiante en chimie biopharmaceutique. Je suis en première année présentement. Merci. Donc, tout à l'heure, vous aurez le plaisir d'entendre Maxime vous parler un peu de son cheminement et de son parcours au département de chimie. Donc, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue au département de chimie de l'Université Laval, qui a célébré tout récemment son 100e anniversaire. Donc, ça peut paraître comme un vieux département, mais l'idée que je vais vouloir vous transmettre aujourd'hui, c'est que même après 100 ans, le département de chimie, il est rayonnant et il est toujours d'actualité. Donc, si vous avez un intérêt pour la chimie, sachez que le département de chimie est un des meilleurs départements de chimie au Canada et donc on est très fiers de ça. Et vous aurez des exemples très concrets de comment la chimie peut impacter la vie des gens et autres. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au besoin. Donc, je vous explique un peu le déroulement du webinaire. On aura une présentation. Donc, je ferai une présentation et c'est une présentation qui se veut interactive. Donc, on vous sondera via l'outil sondage de Zoom. Donc, on vous remercie d'avance si vous si vous partagez vos réponses avec nous, donc ça sera d'autant plus interactif. Et par la suite, il y aura une période de questions. Si entre-temps, vous avez des questions pendant la discussion ou autre, je vous invite bien sûr à utiliser l'outil discussion et à la fin de la présentation, on pourra regarder s'il y a des questions et répondre à ces questions-là. Bien sûr, les questions peuvent être pour moi, ça me fera plaisir de répondre, mais aussi si vous voulez entendre la vérité de la bouche d'une de nos étudiantes, Maxime sera là pour vous dire les vraies choses sur le département. Donc, n'hésitez pas et ce sera d'autant plus utile et agréable pour tous si c'est interactif. Donc, écoutez, on va débuter tout de suite par vérifier si vous êtes en mesure de bien effectuer, bien utiliser l'outil de sondage dans Zoom. Donc, ma première question est quelle est la science la plus cool? Alors, donc, je vous partage le premier sondage. Donc, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Donc, juste sans mettre de pression sur aucune personne, je vous rappelle que vous êtes au webinaire du département de chimie. Donc, n'hésitez pas à voter. Donc, c'est bon, vous êtes très, très, très rapide, c'est excellent. Je vais mettre fin au sondage et je vais partager les résultats avec vous. Donc, vous avez inscrit chimie. Ben, félicitations, marquez si vous aviez inscrit les autres disciplines, il n'y a absolument pas de problème. Moi, je serai là pour vous parler de la chimie aujourd'hui, mais sachez qu'effectivement, il y a d'autres sciences qui sont très cool. Personnellement, la chimie, c'est la science la plus cool. Donc, j'arrête le partage des résultats et je poursuis avec vous. Donc, ici, je veux vous parler un peu de la chimie. C'est quoi? En fait, je veux vous rappeler que la chimie, c'est une science qui est moderne et qui est passionnante, que c'est vraiment une science d'avenir et que c'est au centre des grandes découvertes scientifiques et tout ça dans quel objectif? Ben, vraiment changer le monde. Donc, on va voir que les problématiques là, qui sont propres à la chimie, on a l'impression des fois la chimie, c'est un peu abstrait, mais vous allez voir, c'est très, très, très concret, qu'est-ce qu'on fait en chimie et comment on peut avoir un impact sur notre planète, notre société et notre vie. Donc, débutons la première chose. Donc, voici une question pour vous et je lance le sondage à l'instant. Donc, combien de personnes sur la planète n'ont pas accès à de l'eau potable? Est-ce que c'est 500 millions de personnes? Est-ce que c'est 1 milliard de personnes, 2 milliards ou 4 milliards de personnes qui n'ont présentement pas accès à de l'eau potable sur notre planète? Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Parfait, excellent. Donc, je mets fin au sondage et je partage avec vous. Donc, voici les résultats. Donc, la moitié avait dit 1 milliard, l'autre moitié avait dit 2 milliards. En fait, la bonne réponse, c'est environ 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable sur notre planète. C'est environ une personne sur 4. Et vous voyez, j'ai mis une image ici à côté de la question.
qui représente, si vous voulez, un peu l'image, des fois ici, à partir du Québec, qu'on a des problèmes d'approvisionnement en eau potable. On pense à des pays arides, là, en Afrique, entre autres, où il y a des problématiques. Effectivement, ça peut être le cas, d'accord, mais sachez que même tout près de nous, au Québec, il y a des endroits où l'accès à de l'eau potable est très difficile. Donc, vous avez un exemple ici, c'est dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, les températures sont froides. S'il y a de l'eau, souvent, elle est sous la forme de glace. Et donc, pour approvisionner des villages ou des petites villes, bien, on a souvent besoin de faire venir des citernes d'eau pour le faire. Donc, il y a le problème d'avoir accès à de l'eau, mais il y a également le problème de la qualité de l'eau également. Donc, dépendamment des endroits, l'eau peut ne pas être potable. Et donc, vous voyez, on n'a pas besoin d'aller très, très loin là, pour voir tout ça. En fait, j'ai un collègue à moi que je vais vous parler dans quelques secondes qui se déplace régulièrement dans le Grand Nord et il m'a envoyé cette image-là qui date, je crois, de 1 ou 2 ans, mais vous pouvez voir que pour l'équivalent de 12 litres d'eau, on a un prix de presque 105 $. Donc, j'ai fait le calcul rapide, là, ça donne 8,75 $ du litre. Si vous avez vu le prix de l'essence présentement dans la région de Québec est à peu près 1,50 $, 1,60 $, ben, c'est environ 6 à 7 fois le prix de l'essence présentement pour s'abreuver avec de l'eau propre. Hein? Donc, vous voyez, c'est une problématique. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Bien, parce que le chimiste, il s'intéresse entre autres à l'eau. Et nous, à l'Université Laval, on est chanceux, on a un collègue, donc le professeur Raoul-Marie Couture, qui s'intéresse à la géochimie des milieux aquatiques nordiques. Donc, ça dit, il s'intéresse à la qualité de l'eau dans les milieux nordiques. Et souvent, on a l'impression que les chimistes, là, ils sont dans le laboratoire avec leurs sarraux puis leurs lunettes. C'est pas faux. Je vous confirme, c'est quand même quelque chose qu'on fait régulièrement. Mais vous pouvez voir, j'ai demandé à Raoul de m'envoyer quelques photos des expéditions qu'il a fait et vous pouvez voir, ils sont en bateau, en hélicoptère. Donc, si le terrain vous intéresse, sachez qu'il y a de la place pour ça en chimie. Ce qui m'amène à vous parler de notre première formation, notre premier baccalauréat qu'on offre à l'Université Laval, qui est le baccalauréat en chimie de l'environnement. Et je vous ai mis quelques exemples de tâches qui réfèrent à des chimistes qui seraient plus dans le domaine de l'environnement. Donc, de détecter les polluants dans les cours d'eau, de prévenir les mouvements des contaminants dans l'air, de s'assurer de la qualité des sources d'eau potable, puis de protéger l'environnement. Donc, vous voyez, ce sont des choses, j'ai parlé beaucoup de l'eau, mais c'est vrai pour les sols, c'est vrai également pour l'air. Donc, si vous avez une fibre environnementale, sachez qu'au département de chimie, on peut la combler très, très, très facilement en offrant des cours qui sont orientés vers l'impact et l'utilisation de la chimie dans le domaine de l'environnement. Alors, jusqu'à maintenant, vous faites pas mal bien sur les sondages. Donc, allons-y avec un deuxième sondage. Donc, le sondage suivant, c'est qui est Rachel Séguin? Donc, je vous partage le sondage. Donc, est-ce que Rachel, c'est la présidente d'une entreprise cosmétique? Est-ce que c'est une finissante en chimie? Est-ce que c'est la cofondatrice de OMI? Ou est-ce que c'est une passionnée de science? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. Encore une dizaine de secondes pour être certain qu'on a tout le monde. Parfait. Alors, je mets fin au sondage et je le partage avec vous. Donc, la moitié avait dit que c'est une présidente d'une entreprise de cosmétique. L'autre moitié avait dit que c'était une cofondatrice de OMI. En fait, vous avez raison parce que toutes ces réponses sont bonnes. Donc, Rachel, elle est à la fois la présidente d'une entreprise de cosmétique qui s'appelle OMI. C'est également une finissante de notre programme en chimie, le programme de chimie cosmétique. Et pour lui parler régulièrement, c'est une passionnée de science. Donc, elle adore tout ce qui est relié à la science. Donc, si vous voulez voir, donc vous avez une photo ici de Rachel. Et peut-être que si vous écoutez la télévision un petit peu, vous avez peut-être croisé ou vu Rachel au Dragon. Donc, elle a passé à l'émission Les Dragons Radio-Canada avec son entreprise, OMI, qui se spécialise dans la production d'ingrédients cosmétiques et de produits cosmétiques personnalisés. Donc, et on est très, très fiers. Rachel, elle a terminé son baccalauréat il y a juste 3 ans. Et à partir de ce moment-là, elle a décidé de se lancer dans son entreprise. Ça va très, très bien. La semaine passée, j'ai discuté avec elle et elle me disait qu'elle était rendue avec une trentaine d'employés. Donc, vous voyez, si jamais la fibre entrepreneuriale, ça fait partie de vos valeurs, bien, sachez que même en chimie, on peut le faire. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle des produits cosmétiques? En fait, bien, c'est qu'elle est
dans ce domaine-là, il y a des problèmes criants et le chimiste a très certainement les compétences et les connaissances là, pour les régler. On peut passer, par exemple, aux billes de plastique. Hein. Quand on se lave, là, dans plusieurs des produits qu'on utilise pour faire l'exfoliation de la peau, il y a des petites billes de plastique qui se retrouvent. Bon, c'est parfait pour exfolier la peau, mais une fois qu'on les a enlevées de notre peau, ils se retrouvent dans le drain de notre douche et puis ils s'en vont dans l'environnement. Ça, c'est peut-être un peu moins agréable pour l'environnement. Donc, il y a des chimistes qui essayent de trouver des produits exfoliants, mais qui seraient beaucoup meilleurs pour l'environnement. Vous avez également une molécule là, que vous pouvez voir sur la partie droite de l'acétate, qui est en fait un agent antibactérien qu'on ajoute à beaucoup de produits cosmétiques pour éviter que quand vous mettez vos doigts, le produit, après quelques jours, quelques semaines, il ne soit plus bon. Hein. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui développent des allergies à ce produit-là. Donc, le chimiste, il travaille activement à trouver des alternatives pour continuer à avoir l'effet antibactérien recherché, mais diminuer les problèmes d'allergie de cette population-là en émergence. Donc, vous voyez, c'est des problématiques très, très appliquées là, au domaine de la cosmétique. Ce qui m'amène à vous parler de notre baccalauréat en chimie cosmétique, qui est le seul baccalauréat dans ce domaine-là au Canada. Et les gens qui sont en cosmétique, ça peut ressembler à quoi un peu leur travail, bien, d'identifier des nouveaux composés bioactifs, hein, par exemple dans les plantes ou autres, de mettre au point des cosmétiques qui sont adaptés à chaque humain, de développer des formulations plus vertes là, pour les produits cosmétiques qui sont plus adaptés à l'environnement. Puis finalement, s'assurer là, et caractériser l'innocuité et la conformité des cosmétiques. On sait que c'est un domaine qui n'est pas trop réglementé encore, mais ça s'en vient. Et donc, ben, on espère bien que nos chimistes ils vont prendre leur place là-dedans pour s'assurer que c'est très, très bien. Allons-y pour la question suivante. Donc, à date, vous faites très bien, donc on continue comme ça. Et donc, la question, c'est combien de personnes sont mortes de la malaria en 2018? Est-ce qu'on parle de 200 000 personnes, 400 000 personnes, 600 000 personnes ou 1 million de personnes? Donc, dans le monde, en 2018, combien de personnes sont décédées de la malaria? Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre et nous donner votre opinion là-dessus. Donc, je me permets de partager les résultats avec vous. Donc, la majorité avait dit 100 000 personnes. Félicitations. C'est exactement la bonne réponse. Donc, il y a en 2018 près de 600 000 personnes qui sont décédées de la malaria. Donc, pourquoi? Ben, en fait, ça a l'air beaucoup, mais si je peux être honnête avec vous, c'est quand même une belle diminution. Donc, vous pouvez voir qu'au début des années 2000, là, on a approché le million de décès reliés à la malaria dans le monde et depuis ce temps-là, ça a diminué. Et la raison en arrière de cette diminution-là, en fait, c'est qu'on a découvert certaines molécules qui nous permettent de combattre la malaria. Donc, vous en avez une ici, l'artémisinine, d'accord, qui est extrait d'une plante et qui est utilisée comme ingrédients pour soigner la malaria. Donc, c'est excellent. Donc, on voit que les cas sont en diminution. Le problème qu'on observe avec la malaria, c'est que dans certaines parties du monde, depuis quelques années, on a une apparition de résistance à ce médicament-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que les chimistes ils doivent déjà penser à la prochaine génération de médicaments anti-malaria. Et au département de chimie, on est chanceux. Donc, on a un collègue qui s'appelle Normand Boyer qui s'intéresse beaucoup aux molécules naturelles. Et Normand, avec son étudiant au doctorat, Christopher Bérubé, ils ont travaillé sur une petite molécule que vous pouvez voir qui est juste à votre gauche, là, la mortiamide A. Et en fait, cette molécule-là, elle avait été extraite de champignons qui se retrouvent là, dans le Grand Nord canadien. Mais en fait, vous comprenez que si on prend ces champignons-là, il n'y en a pas beaucoup, on n'aura pas des kilos et des kilos de mortiamide A pour traiter la malaria. Et donc, Christopher et Normand, ben, se sont attelés au laboratoire à trouver une façon de synthétiser, donc à partir d'ingrédients plus simples, d'en arriver à créer cette molécule-là. Donc, de faire des blocs Lego pour créer la molécule et éventuellement espérer l'utiliser dans le traitement de la malaria. Donc, ça m'amène à vous parler de notre autre baccalauréat qu'on a, qui est le baccalauréat en chimie biopharmaceutique. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est en biopharmaceutique? Puis, Maxime, elle pourra vous en parler parce qu'elle a débuté son programme dans ce baccalauréat-là. Ben, c'est d'identifier des nouveaux composés là, qui ont des potentiels pharmaceutiques, de caractériser des protéines thérapeutiques, de développer des analyses biomédicales, s'assurer de l'innocuité des médicaments. Donc, ça tourne autour beaucoup de l'aspect de la santé et de la synthèse organique. Donc, si vous aimez la chimie organique, c'est très certainement un domaine où il y en a beaucoup. Donc, ça m'amène à ma question suivante. Donc, allons-y avec le sondage suivant, qui est
Donc, quelle est la consommation d'électricité en mégawatts par heure par personne au Québec? Donc, mes données datent un peu 2017, là, mais quand même, c'est bon. Donc, est-ce que c'est 5 mégawatts heure par personne, 10 mégawatts heure par personne, 15 mégawatts heure par personne ou 20 mégawatts heure par personne? Donc, je vous laisse répondre au sondage. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, est-ce que c'est 5, 10, 15 ou 20 mégawatts heure par personne au Québec pour la consommation d'électricité? Donc, je partage les résultats avec vous. Donc, ça s'est distribué entre 10 et 20. Bon, vous êtes bon, on n'est pas à 5. En fait, on est beaucoup plus près de 20 que de 15 et de 10. Et malheureusement, pour nous, en fait, ça fait que les Québécois sont les pires consommateurs d'électricité. On en consomme le plus. Enfin, on en consomme même des fois jusqu'à 2 fois plus que nos collègues canadiens. D'accord? Ça démontre l'importance de l'électricité, mais ça démontre aussi peut-être qu'on a un peu de travail à faire là, sur notre utilisation de l'électricité, surtout qu'on considère ici notre électricité comme étant propre, verte, parce qu'elle provient de l'hydroélectricité, mais il faut comprendre que dans le monde, ce n'est pas nécessairement ça. Donc, une des choses qu'on cherche à faire en tant que chimiste, c'est régler les grands problèmes de société. Et un de ces problèmes-là, c'est l'utilisation de l'électricité. Comment est-ce qu'on peut produire de l'électricité de façon écologique? Et donc, une des approches qui est assez en vogue de ce temps-ci, c'est l'utilisation de panneaux solaires, aller chercher l'énergie solaire pour être capable de répondre à nos besoins énergétiques. Et j'ai un collègue à moi qui me racontait qu'en fait, si on pouvait mettre des panneaux solaires sur la Terre et capter toute l'énergie du Soleil qui arrive sur la planète Terre pendant 1 heure, on aurait suffisamment d'énergie pour l'utiliser pendant toute l'année. Donc, ça vous donne une idée là, de la puissance que le Soleil a et de la quantité d'énergie qui est contenue par les rayons du Soleil. Malheureusement, vous comprenez que c'est un gros défi. Ça voudrait dire qu'on devrait se priver du Soleil pendant 1 heure. Bon, c'est pas super. Puis, il faudrait aussi être capable de stocker toute cette énergie-là pour être capable de la réutiliser pour le reste de l'année. Donc, c'est quand même des gros défis, mais ça montre un peu la proportion d'énergie qui arrive sur la planète Terre et que si on était capable de l'utiliser, cette énergie-là, on pourrait faire plus. Et donc, à l'Université Laval, on est chanceux, on a un professeur qui est de renommée mondiale qui s'intéresse aux polymères électro- et photoactifs. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des plastiques qui permettent de transformer la lumière du soleil en électricité. Et donc, ce que vous voyez que Mario a entre ses mains, c'est un panneau solaire flexible qu'on peut utiliser. Je lui parlais la semaine dernière, il m'a dit, là, ils veulent travailler sur quoi? Ben, un petit panneau comme ça qu'on mettrait à l'arrière de notre téléphone cellulaire. Et puis, quand vous ne l'utilisez pas, juste avec la lumière qui est dans la salle de classe, par exemple, ben, votre téléphone pourrait se recharger. D'accord? Donc, on voit que c'est des choses qui sont très intéressantes, très appliquées. En fait, c'est tellement intéressant et appliqué qu'il y a des étudiants dans le laboratoire de Mario qui ont décidé de prendre cette idée-là et de se partir une entreprise. Donc, ils ont créé la compagnie Brilliant Matters. Et donc, tout comme Rachel tout à l'heure, ben, c'est pour vous montrer que oui, au niveau de la chimie, il y a la possibilité de faire de la recherche, il y a la possibilité de faire de l'enseignement, mais il y a aussi la possibilité de se partir en affaires. Donc, Philippe Berroir et Jean-Rémy Pouliot, sont les deux cofondateurs, là, ben, ils travaillent activement eux aussi. Ça fait déjà quelques années, environ 4 ou 5 ans, et ils sont déjà une trentaine d'employés. Ils ont même maintenant un bâtiment à Saint-Augustin là, avec un laboratoire pour la synthèse de ces produits-là. Donc, ça vous donne un peu une idée. Et donc, tout ce domaine-là, des plastiques, de l'énergie, tout ça, bien, ça tourne beaucoup autour du thème des matériaux. Donc, les matériaux, c'est quoi? Bien, c'est tout ce qui nous entoure. Et donc, on a un baccalauréat qui s'intéresse à ça et qui s'appelle le baccalauréat en chimie des matériaux. Et dans ce baccalauréat, les compétences qu'on garde, c'est de développer des matériaux innovants pour l'optique, le diagnostic médical, par exemple, de mettre des plastiques, au point des plastiques biodégradables, d'améliorer le recyclage des matières plastiques et minérales. Donc, encore là, si ce sont des choses qui vous interpellent, ben écoutez, il y a la place pour ça au niveau du département. Allons-y, donc, question suivante pour vous. Donc, on change un peu de registre. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'un cannabinoïde synthétique? Est-ce que c'est un THC de synthèse? C'est une substance qui n'a rien à voir avec le cannabis? Est-ce que c'est du cannabis purifié et reconstitué? Est-ce que c'est du hashish concentré ou est-ce que c'est un mélange de différents cannabis? Donc, j'attends vos réponses sur cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'un cannabinoïde synthétique? Je pense que la question est un peu plus dure, ça prend plus de temps pour y répondre. Les gens veulent être sûrs d'avoir la bonne réponse. Donc, je vous laisse encore 5 à 10 secondes pour y répondre. Parfait. Alors, écoutez, je partage les résultats avec vous. Le résultat est unanime, THC de synthèse.
Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que c'est des substances qui n'ont absolument rien à voir avec le cannabis. Donc, malgré le fait qu'il y a le mot cannabinoïde, d'accord, ce ne sont pas des substances qui proviennent du cannabis. En fait, ce sont quoi? Ce sont des drogues de synthèse. Donc, vous en avez quelques exemples ici. Là, j'ai mis les noms commerciaux, donc le Spice ou le Carfentanil, d'accord? Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pas parce que le chimiste s'intéresse à la synthèse des drogues, d'accord, mais en fait, le chimiste a les connaissances pour étudier la présence de ces drogues-là, par exemple, dans différents organismes ou même chez des humains. Et donc, une des choses qui inquiète les chimistes, c'est, vous pouvez le voir là, ici dans mon petit graphique à droite, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, et surtout des jeunes, qui utilisent ce type de drogue-là. Et ce sont des drogues qui sont excessives, qui peuvent être mortelles. Là, donc, les concentrations, s'ils sont un peu élevés, ça peut entraîner la mort. Et donc, par conséquent, ben, il faut s'assurer de bien les connaître, mais aussi de bien les identifier. Et donc, ben, si le domaine toxicologique vous intéresse, là, sachez que ça fait partie des branches possibles pour le chimiste. Donc, vous avez ici une photo de Laurie Bédard là, à sa diplomation de notre programme il y a quelques années. Et Laurie, maintenant, elle est rendue chimiste et toxicologue là, au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Et j'ai eu la chance de l'interviewer il n'y a pas si longtemps que ça dans le cadre d'un cours. Et quand je lui ai demandé, écoute, Laurie, toi, quand tu es venue en chimie, qu'est-ce qui t'intéressait? Ben, elle m'a dit la réponse, c'est simple, tout m'intéressait. Et donc, elle a dit, ben, quand j'ai vu les 4 autres programmes qui étaient un peu plus spécifiques, elle dit, j'avais peur de manquer quelque chose. Alors, Laurie, elle s'est inscrite au baccalauréat en chimie et elle a choisi les cours qu'elle voulait. Donc, elle voulait faire des cours de chimie organique pour connaître un peu plus. Elle s'intéressait à l'environnement. Donc, elle est allée chercher tous les cours là, qui lui permettaient. Et sachez que notre baccalauréat en chimie vous permet ça. Donc, en fait, il vous permet d'aller prendre des formations particulières là, dans les différents autres programmes et de vous créer un peu votre baccalauréat à la carte. Donc, ça peut être très, très, très intéressant si vous ne savez pas trop quoi choisir, mais que vous savez que la chimie, c'est quelque chose qui vous passionne, bien, ça peut être une option qui est intéressante. Donc, allons-y. Maintenant, une autre question pour vous. Donc, j'ai une petite image qui se joint à cette question-là. Donc, la question, c'est que représente cette image? Est-ce que c'est une fosse à décantation? Est-ce que c'est une cuve de fermentation? Est-ce que c'est un système d'épuration des eaux usées? Est-ce que c'est une fosse à purin ou est-ce que c'est un réacteur de dégradation de la biomasse? Donc, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Encore 5 secondes pour ceux qui n'auraient pas eu le temps d'y répondre. D'accord, donc je mets fin au sondage et je partage les résultats. Donc, la majorité d'entre vous avez dit cuve de fermentation et vous avez raison, c'est effectivement une cuve de fermentation. En fait, pour être honnête avec vous, ce n'est pas tellement la cuve de fermentation qui m'intéresse dans cette image-là, mais c'est la personne qui est en avant de la cuve de fermentation, donc Myriam Turcotte, qui a été stagiaire PSI. Je vous parlerai de PSI dans quelques secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Diageo. Donc là, je n'ai pas de question pour vous, je n'ai pas de sondage, mais je vous demandais est-ce que vous savez qui est Diageo? La réponse serait probablement non. Donc, je vous montre quelques produits que vous avez peut-être déjà rencontrés dans votre vie qui sont faits par Diageo. Donc, Guinness, Crown Royal, Smirnoff, Captain Morgan. Donc, en fait, Diageo, c'est une distillerie canadienne qui distille pour différentes grandes marques d'alcool et de bière. Donc, Myriam, elle a eu la chance de faire un stage psy dans cet environnement-là. Donc, qu'est-ce que le stage psy? En fait, c'est un stage longue durée qu'on appelle le programme de stage industriel. Et ça, c'est unique à l'Université Laval, d'accord? C'est un stage en entreprise d'une durée d'1 an. Donc, après la deuxième année de votre baccalauréat, on prend une petite pause des études, on s'en va travailler pendant 1 an en compagnie. Et lorsqu'on termine après cette année-là, on revient et on complète son baccalauréat. Donc là, ça rallonge un peu la durée de vos études. Au lieu de prendre 3 ans, ça va prendre 4 ans. Mais vous avez dans votre poche arrière 1 an d'expérience en entreprise. C'est crédité et c'est rémunéré, donc vous êtes payé comme un chimiste en entreprise. Et bien sûr, ben là, je vous ai montré l'exemple de Diageo, mais vous voyez les noms de quelques stagiaires là, dans les dernières années qui ont pu avoir des stages psy. Donc, sachez que c'est quelque chose qui est possible dans le cadre du baccalauréat. Donc, si vous avez de l'intérêt à faire des stages, c'est très, très bien. Sachez également qu'on a plus d'offres que de stagiaires. Donc, se trouver un stage reste relativement simple là, au niveau du département. Donc, peut-être vous dites, ouais, rajouter 1 an, je ne suis pas sûr. Sachez qu'il existe quand même la possibilité de faire d'autres stages là,
à l'Université Laval. Et l'Université Laval, on reçoit en chimie plus de demandes de stages que toutes les autres universités au Québec. Donc, si vous voulez travailler dans votre domaine pendant l'été ou pour une année, sachez que c'est possible. Donc, il y a possibilité pendant l'été de faire des stages soit en entreprise, donc via l'aide du service de placement de l'Université Laval, ou également en milieu de recherche. Donc, il y a possibilité de travailler dans un laboratoire, soit sur le campus ou dans les centres affiliés près de l'Université Laval. Et donc, bien sûr, sachez que les possibilités de stage sont là et qu'il y aura possibilité pour vous de faire un stage. Donc, dernière petite question pour vous en lien avec cette présentation. Donc, est-ce que le fait de boire ce liquide permet de guérir de la COVID-19? Donc, est-ce que c'est oui ou non? Donc, est-ce que le fait de boire de l'eau de Javel permet de guérir de la COVID-19? Et donc, ma question paraît un peu moins d'approfondir, mais sachez qu'au début de la pandémie, ça faisait partie des choses ou des remèdes qu'on retrouvait sur l'Internet. Donc, je vous laisse encore 10 secondes là, pour y répondre. Parfait. Je me permets de partager les résultats avec vous. Donc, vous avez dit majoritairement non. Dieu merci, j'apprécie que ça soit le cas. D'accord, donc en fait, non, ça ne nous aide pas. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? En fait, c'est parce qu'on voit souvent qu'il y a un manque d'information ou de la désinformation au niveau de la chimie. Et sachez que l'Université Laval et le département de chimie, surtout, là, on cherche à s'impliquer énormément dans notre communauté, que ce soit par des comités éco-responsables, par des activités de promotion des sciences. Donc, vous voyez ici, là, il y a un tableau périodique, une image du tableau périodique. Bien, c'est un projet qui a été réalisé par Attraction chimique. Donc, ça a réuni plus de 200 classes au Québec, plus de 2000 jeunes qui sont amusés à peinturer et à apprendre sur un élément chimique du tableau périodique. Et c'est le plus gros tableau périodique en matière recyclée qui a jamais été fait dans le monde. Donc, ça peut paraître petit sur l'image, mais sachez qu'il avait 125 mètres de long, donc c'était énorme. Ça prenait environ 4 minutes le marcher d'un bout à l'autre du tableau périodique, donc très, très gros tableau périodique. On a aussi à cœur les questions d'équité et de diversité, la valorisation de la profession, et on a des associations étudiantes là, qui sont très, très, très dynamiques. Ce qui m'amène maintenant à prendre une petite pause de 2 minutes et de céder la parole à Maxime qui va vous parler un peu de son expérience en chimie. Donc, Maxime, à toi. Bon, ben, salut tout le monde. Comme un peu M. Larivière en parlait, c'est un département assez dynamique, le département de chimie. On s'attend un petit peu en tant qu'étudiant qui rentre, je veux dire, au baccalauréat en chimie. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, on ne sait pas trop l'ambiance, ça a l'air de quoi. C'est un programme de sciences assez pur et dur. Donc, on s'attend à une atmosphère un peu plus rigide, mais c'est pas du tout le cas. Moi, dans le fond, je fais partie de l'association étudiante. J'ai aussi fait, dans le fond, des contrats avec Attraction chimique dont M. Larivière parlait. Donc, je me suis un petit peu impliquée dans plusieurs activités là, qui sont offertes par le département. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités que vous pouvez participer, que vous pouvez un peu mettre votre grain de sel dedans. Moi, je fais partie du RECUL, c'est le regroupement des étudiants en chimie de l'Université Laval. Je suis la représentante des premières années, fait que là, c'est comme mon premier mandat. Moi, j'aime vraiment ça, faire partie de cette association étudiante-là. Les troisième années, les deuxièmes années, les premières années, on est tous vraiment serrés. On s'entraide beaucoup. Les troisième années étaient beaucoup là pour nous tant qu'on est rentré à l'automne. Donc, on est quand même encadré autant par les professeurs que les étudiants quand on rentre au baccalauréat. Fait que ça donne une espèce de sens d'unité et d'appartenance au département auquel on s'attend comme pas trop, je dirais. Donc, c'est une belle surprise. Les professeurs, je ne sais pas si vous, au cégep, vous faites souvent dire que les professeurs à l'université, ils sont super froids, qu'ils ne vous parleront pas, qu'ils ne vous aideront pas. C'est pas ça du tout, en tout cas au sein du département de chimie. Moi, je sais qu'au cégep, on nous a fait bien peur, là, comme quoi que les professeurs allaient être off. Moi, je pense pas que c'est le cas. Au département de chimie, tous les professeurs ont un peu une spécialisation, un peu leur domaine. Fait que quand ils donnent un cours, ils vont souvent un peu nous parler de ce qu'eux, ils font dans leur domaine. C'est super intéressant parce qu'on peut un peu apprendre, bon, qu'est-ce qu'eux, ils font dans leur laboratoire en même temps d'avoir notre cours. Puis ça peut un peu nous inspirer pour nos propres chemins puis notre propre trajectoire en chimie. Comme vous avez vu, il y a beaucoup, beaucoup de programmes. Moi, j'ai choisi de biopharmaceutique, surtout parce que j'aimais beaucoup la chimie organique. Puis moi, j'ai un intérêt un peu poussé pour les médicaments et ces choses comme ça. Donc, si jamais, moi, personnellement, j'hésitais à aller en pharmacie ou en chimie, j'ai essayé beaucoup la chimie parce que ma curiosité est vraiment sans borne. Si vous avez un intérêt pour les sciences, la chimie, ça va vraiment venir un peu combler là, cette soif-là de curiosité. C'est une science vraiment enrichissante. On voit beaucoup de choses. Tu sais, moi, je suis en biopharmaceutique, mais on voit quand même en matière, en chimie des matériaux, on voit des affaires en environnemental,
même avant de se spécialiser, on se spécialise pas tout de suite. Fait que ça, c'est super enrichissant, c'est super le fun. Puis, je dirais que c'est pas mal ça. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je fais partie, comme je vous ai dit, là, des assos étudiantes. J'ai fait des contrats chez Attraction Chimique, plusieurs choses dans le département que j'ai un peu touché. Fait que ça va me faire plaisir d'en parler plus amplement. Mais pour l'instant, je dirais que c'est ça. C'est vraiment un département super dynamique. Puis c'est super le fun, étudiant en chimie. Merci beaucoup, Maxime. Donc, vous voyez, ça vient de sa bouche. On ne s'est pas parlé avant, donc je ne savais pas ce qu'elle allait dire. Donc, je vous confirme que c'est la vérité uniquement que vous avez entendue. Donc, sachez que oui, on offre une formation au niveau du baccalauréat, mais il y en a peut-être certains d'entre vous qui peuvent être intéressés soit à poursuivre éventuellement aux études graduées ou qui sont déjà dans un baccalauréat en chimie ailleurs et qui voudraient s'inscrire. Donc, sachez qu'on offre une maîtrise et un doctorat. Pour ceux qui se demandent un peu, là, environ la moitié de nos étudiants vont poursuivre à la maîtrise et à peu près le quart de ça va poursuivre au doctorat. Ce n'est pas obligatoire, on peut arrêter après le baccalauréat si on veut, puis il y a des très, très bons emplois, mais il y en a des fois qui se disent « ouais, je vais en faire un petit peu plus », ils veulent en apprendre un peu plus. Donc, c'est vraiment des programmes qui sont axés sur des activités de recherche, donc en laboratoire ou sur le terrain, là, mais orientés avec un projet qui est propre, là, donc ce n'est pas des revues de la littérature ou des choses comme ça. On peut être admis à l'automne, à l'hiver ou à l'été, et la durée du programme est soit de 2 ans pour la maîtrise ou de 4 ans pour le doctorat. Donc, vous avez les liens ici là, qui vous ont été partagés pour tout ça. Donc, les domaines de recherche, bien, vous voyez, ce n'est pas différent de ce qu'on vous a montré tout à l'heure dans les programmes de baccalauréat. On parle des matériaux, on parle de la chimie théorique, des synthèses, des biomolécules, de l'environnement, de la chimie verte. Donc, ce sont tous des domaines qui sont couverts par mes collègues et moi au niveau du corps professoral plutôt, excusez, et donc une équipe dynamique là, de 18 professeurs. Et Maxime l'a bien mentionné, vous avez la chance de nous côtoyer dans les cours également. Donc, on donne les cours, donc c'est plus facile de tout. Donc, si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont des questions par rapport au deuxième ou au troisième cycle, là, à la maîtrise ou le doctorat, ben, je vous invite à contacter mon collègue Jean-François Paquet, qui est le directeur des programmes de deuxième et troisième cycle. Ça lui fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, en résumé, ce que je veux que vous reteniez, c'est que la chimie, c'est une science moderne et passionnante, une science où le chimiste est un vecteur de changement, ce qui permet de changer le monde un élément à la fois. Donc, je tiens à vous remercier pour votre attention